John Fante, Mon chien stupide, traduit de l'américain par Brice Mathieu 100, 10-18, Christian Bourgois éditeur, 1987, pour la présente traduction. Love that I have ever known. Take this heart. 17. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés pour dîner, Denis, Jamie, Harriet et moi. Comme Dominique n'arrivait pas, Denis est allé le chercher en clopinant dans le couloir, sa 6e semaine avec ses béquilles. À son retour, il a annoncé que Dominique désirait me voir dans sa chambre. « J'y vais avec toi », a dit Harriet. Mais Denis a aussitôt ajouté « Pas toi, maman, juste papa ». Harriet s'est figée, muette et blessée. Totalement avachie, Dominique était allongé sur son lit, les pieds posés contre le mur. J'ai fermé la porte. Sa chambre empestait l'herbe qu'il fumait dans une grosse pipe à tige courbe. Il arborait le sourire béat et ridicule des types complètement défoncés. « Assieds-toi, papa », il m'a dit en faisant pivoter ses jambes vers le sol. L'un de ses yeux était pourpre, l'autre rouge. La paupière pourpre était si enflée qu'on ne voyait plus l'œil. Totalement ridicule de lui demander comment il se sentait. Malgré ses blessures, il était dans les nuages avec un sourire grotesque, bouffi et plutôt stupide. Je me suis laissé tomber sur une chaise. « Que veux-tu me dire ?» Il a sorti un sachet de marijuana de la poche de son pyjama et me l'a lancé. « Serre-toi. » « Je n'en veux pas, » je lui ai répondu en posant le paquet sur son bureau. Il a ri. « Vieille crapule. » Il s'est penché pour me taper sur la cuisse. « Je t'aime bien, pas. Je t'aime beaucoup. Comment vont les scénarios ?» Quand sa pipe s'est éteinte, il l'a rallumée. Des nuages de fumée ont tourbillonné au-dessus de l'herbe brûlante, et il a aspiré dans ses poumons de quoi assommer n'importe qui. Ça l'a presque mis hors d'état de nuire. Il se balançait d'avant en arrière, son unique œil ouvert scintillait comme une bille de verre, son sourire aussi large qu'imbécile, la pipe pendant entre ses lèvres tuméfiées. « Tu veux me parler de la bagarre ?» je lui ai demandé. « Quelle bagarre ? Qui sont les gens qui t'ont cassé la figure ? Tu ne me croirais pas si je te le disais. » Mais si. C'est Katie. Katie t'a mis dans cet état, cette petite chose. La petite Katie. Il semblait ravi. Je l'ai dévisagé avec dégoût. Et tu l'as laissé faire. Je me suis levé brusquement en passant mes doigts dans mes cheveux. Mon propre fils se fait rosser par une fille de 50 kilos, et en plus ça le fait rigoler. Bon Dieu, j'ignorais que tu étais tombé aussi bas. Quel genre de monstre es-tu ? Soudain, il s'est mis à sangloter. Assieds-toi, pas. Je me suis assis et l'ai regardé ramasser les morceaux de son esprit, tandis que les larmes dégoulinaient jusqu'à son menton. Pauvre vieux papa aveugle, il a soupiré. Tu te rappelles quand tu m'as inscrit à des cours de judo ? Tu n'as pas été fichu d'apprendre une seule prise. Tu voulais que je rosse tous les gamins de Point Dume. Pas vrai, pas. C'était une erreur. Tu n'as pas remporté un seul combat de ta vie, y compris le dernier en date, contre une fille. Il pleurait. Son œil fermé versait plus de larmes que l'autre. Je ne peux pas me battre, il a dit en s'étouffant. J'ai jamais pu. Je n'aime pas frapper les gens. La pipe est tombée de sa bouche. Je l'ai ramassée par terre et il a tiré vainement dessus. Elle était éteinte, trempée par ses larmes. Il pleurait toujours en tirant dessus. C'était absurde, pitoyable. J'ai gratté une allumette que j'ai tenue au-dessus du fourneau, tandis qu'il vacillait en pleurant, et que la flamme de mon allumette suivait les oscillations de la pipe. Doucement, raisonnablement, je lui ai dit « Je crois que de temps à autre dans sa vie, un homme doit rendre coup pour coup, même s'il n'aime pas ça, même à une fille. Tu n'es pas d'accord, Dominique ? C'est pas une fille, c'est une femme. » Je l'ai regardé fixement jusqu'à ce que la flamme de l'allumette me brûle les doigts. Depuis quand ? Depuis le commencement des temps, depuis l'apparition de la vie dans le sein maternel de l'océan, depuis l'explosion de la première galaxie. Oh merde ! Depuis quand êtes-vous mariés ? Depuis décembre. J'ai poussé un gémissement. Sa tête est tombée vers ses genoux. Des sanglots secouaient ses épaules. J'ai senti sa douleur non parce qu'il avait épousé une fille noire, mais sa douleur à venir, le supplice des mises au point, sa douleur s'il engendrait des enfants, la douleur absurde et futile qu'il aurait pu éviter, la douleur qui avait commencé par moi, son père.
Malgré tout, j'ai dit en essayant une diversion, malgré tout, même si elle est ta femme, tu ne peux pas la laisser te dérouiller. Un homme doit contrôler sa femme. Il a levé la tête. Son unique œil humide et dilaté s'est fixé sur moi. Katie est enceinte. Enceinte? Il a opiné du chef, et d'autres larmes sont tombées dans son giron. Bon Dieu, j'ai fait. C'est pas grave. Elle est enceinte de combien? 6 semaines. Parfait. L'avortement ne posera aucun problème. C'est ce qu'elle dit. Un bon point pour Katie. Tu ne comprends pas. Je désire l'enfant, contrairement à elle. Voilà pourquoi nous nous sommes battus. Pourquoi diable veux-tu cet enfant? Il m'appartient. Je le veux. Trop là pour comprendre, je lui ai adressé un regard navré. Brusquement, j'ai désiré un trou quelque part, un bon trou bien profond derrière le corral, près de Rocco, m'aurait parfaitement convenu, avec une couverture de terre à tirer sur moi, un trou où me terrer avec toute mon angoisse pour mon fils. Pourquoi ne pouvait-il simplement la baiser et s'arrêter là? Pourquoi refusait-il le couteau du médecin, l'élimination pure et simple de ce boulet à son pied? Quel droit avait-il d'infliger cette souffrance à lui-même et à son enfant qui serait mon petit enfant? Noir ou blanc, c'était déjà assez douloureux de naître, mais noir et blanc. Quel dommage que le bébé ne puisse prendre la décision lui-même. Il était assis là, incohérent, envapé, désireux de partager ses problèmes avec moi. Un gamin brillant. À 14 mois, il connaissait l'alphabet. À 3 ans, il savait lire. À 4, il jouait superbement aux échecs. Et maintenant, il adressait un pied de nez à l'univers, à mon univers. Il m'a fait peur. Il semblait bizarre, ensorcelé. Bon Dieu, mon fils est peut-être un saint, un rejeton de Margaret de Cortona, le genre de saint fanatique qui adore laver les cadavres, lécher le pus des blessés, ramper à plat ventre sur les dallages moyenâgeux pour embrasser un clou de la vraie croix. J'ai regardé son visage bouleversé, l'œil ouvert. J'ai eu la trouille. Je sentais le poids énorme de la croix qu'il désirait porter, et elle m'écrasait au sol. Quand le cyclope a souri, son visage enflé a pris une forme inédite. Pauvre paternel, tu as honte, n'est-ce pas? Tu as honte de ton aîné? Pas plus que d'habitude, j'ai rétorqué. Et s'il était champion sportif? Tu aurais moins mal, papa. Ou Diana Ross, ça apaiserait ta douleur. Oh, la ferme, j'ai dit. Ce qui m'embête maintenant, c'est comment allons-nous annoncer cela à ta mère? Mon père dit tout à ma mère. Cela fait partie du pacte, la sainte alliance, dans l'adversité comme dans la joie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il a tendu la main vers la porte. Va, papa, fais ton devoir. Je n'ai pas vraiment le choix. Va, annonce la bonne nouvelle à ma mère blanche, anglo-saxonne et protestante. Dis-lui que ce jour, à Bethléem, un bébé est né, qu'il n'y a pas de place à l'auberge, et que les anges chantent au-dessus de l'étable où le divin enfant repose dans une auge. Dis-lui de ne pas le mettre à la poubelle, car il est peut-être le sauveur du monde. La pipe est tombée de sa bouche et a heurté le sol. Je l'ai ramassée et posée sur un meuble. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi pour régler ce problème avec ta femme? J'ai dit. Ne pense pas trop de mal de moi, papa, s'il te plaît. Il restait immobile avec ses grosses jambes et ses larges épaules, un bourrelet de graisse au ventre, son visage enflé, informe. Et brusquement j'ai voulu le prendre dans mes bras et le faire rapetisser jusqu'à cet après-midi ensoleillé dans Golden Gate Park, où il avait fait ses premiers pas pour rejoindre mes bras tendus vers lui. Tu veux quelque chose à manger? Il a dit non, et je suis parti. 18. Dans la cuisine, Harriet avait disposé le dîner de Dominique sur un plateau, avec du vin et même une rose dans un vase à long col. Elle m'a regardé d'un air sombre. Que t'a-t-il dit que je ne suis pas censé entendre? Rien de particulier. De quoi avez-vous parlé? De choses et d'autres. Je vois, elle a dit froidement. Harriet, il est très déprimé. Peut-on lui en tenir grief après ce qu'il vient d'endurer? Elle a pris le plateau. Lui as-tu parlé de Linda Erickson? Ne fais surtout pas ça, le moment est mal choisi. Laisse-moi m'en occuper. Elle est partie vers sa chambre. J'ai rejoint Denis et Jamie dans le salon. Tu n'aimes pas Linda Erickson? M'a demandé Denis. Ta mère essaye de goupiller quelque chose. Avec Dominique? A dit Jamie en souriant. C'est la meilleure. Je me suis assis à ma place et servi 2 côtelettes d'agneau. Comment va ta jambe, Denis? Le diagnostic n'est pas bon.
Quel diagnostic? J'ai un nouveau médecin. Qui est-ce cette fois? Abercrombie. Il est orthopédiste. Jamais entendu parler de lui. Il habite Campton. Campton? Il est nègre? Et alors? Il est aussi bon qu'un autre. D'ailleurs, il a réglé mon problème en 2 coups de cuillère à peau. Qu'a-t-il dit? Il mangeait un os. Je serai probablement infirme pour le restant de mes jours, il a répondu d'un ton badin, en me regardant par-dessus son os. C'est dur, a dit Jamie. En tout cas, on dirait que tu prends ça du bon côté, j'ai fait. Je m'en tirerai. J'en suis convaincu, a dit Jamie. L'essentiel est de tomber sur le bon médecin. Abercrombie est le meilleur. Je te donnerai son adresse, juste au cas où. Merci, a répondu Jamie, on ne sait jamais. Tu ne t'en tireras pas de cette façon, j'ai dit. Tu n'as pas affaire à des gamins, mais à l'armée des États-Unis, et ils connaissent toutes les entourloupes. Ses yeux se sont écarquillés, il était scandalisé. Qu'est-ce que l'armée vient faire là-dedans? Arrête ton cinéma, Denis. Tu me prends pour un crétin ou quoi? Je sais parfaitement ce que tu mijotes. Il a secoué la tête comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Ça, c'est fort de café. Mon propre père. Toute cette mascarade me dégoûtait. J'étais las de m'adresser à un infirme qui n'était nullement infirme, mais qui jouissait de la sollicitude et de la sympathie de tous ses proches. L'acteur était de nouveau en scène, avec son étonnante vanité et la foi qu'il prêtait à sa propre irréalité. Il me gâchait mon dîner. Et puis les problèmes de Dominique me tracassaient davantage. Avant le dîner, mes 2 fils avaient passé 1 heure avec Dominique dans sa chambre, et je trouvais très significatif qu'ils ne disent pas un mot sur la crise que traversait leur frère. Tel était le code tacite de leur rapport, ne jamais rien révéler sur les autres frères, surtout devant Harriet ou moi. C'était une ignoble, une insupportable cabale, mais elle était nécessaire et inattaquable, si bien que je ne m'y frottais jamais. Denis s'est juché sur ses béquilles, puis est sorti de la pièce, clopin-clopant. Mais Jamie est resté pour fumer une cigarette en buvant son café, pensif et taciturne, rongé par un souci. « Je crois que tu devrais regarder ça », il m'a dit en sortant de sa poche une feuille de papier pliée qu'il m'a tendue. C'était une lettre du bureau de conscription de Santa Monica, où on lui demandait de se présenter le 1er mai, dans une semaine, pour examiner sa situation. Simple formalité, j'ai dit en repliant la lettre avant de la lui rendre. Avec tes résultats, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Il s'est frotté la nuque d'un air coupable. N'en suis pas aussi sûr que toi. Que veux-tu dire? J'ai foiré l'histoire et l'anglais. Tu m'as dit que tu avais réussi. Il a souri d'un air penaud. Ah oui? Tu as donc menti. Il a acquiescé. Tu es donc un couillon. Tu vas devoir aller te battre. Accepte ta punition avec courage. Tu m'accompagneras au bureau de conscription? Certainement pas. Mais je savais que je le ferais, et lui aussi le savait. Alors Harriet est sortie de la chambre de Dominique, d'un pas nerveux. J'ai écouté le remue-ménage dans la cuisine, les casseroles entrechoquées, les assiettes malmenées, le bruit cristallin du verre brisé. Quittant la table, j'ai découvert Harriet à genoux, en train de ramasser des morceaux de verre. Qu'y a-t-il? Qu'il aille se faire foutre, je renonce. Qu'a-t-il dit? Il a dit des choses horribles à propos de Linda Erickson. Je ne peux même pas répéter ses paroles, et il ne la connaît même pas. J'espérais qu'il avait au moins fait allusion à son mariage et à la grossesse de Katie, mais manifestement j'avais toujours ce problème sur les bras. J'ai alors pensé à une solution, une manière de procéder indolore pour Harriet et indolore pour moi. Je l'ai laissé ramasser ses morceaux de verre pour retourner dans la chambre de Dominique. Il rangeait ses affaires dans une valise. « Laisse-moi un peu d'herbe. »« Serre-toi, » il a répondu. J'ai pris le sachet plastique et rempli une enveloppe d'herbe, sans oublier d'ajouter quelques feuilles de papier à rouler. « C'est mauvais pour les écrivains, » il a dit. Norman Mailer prétend que l'herbe fait des trous dans le cerveau, par lesquels tous les mots fuient. De toute façon, il fuit. J'ai regardé sa valise. On dirait que cette fois tu pars pour de bon. Ma voiture est garée dans le parking de Katie. Denis me ramène en ville. Et ta mère? Tu avais dit que tu t'en occupais. Tu ne comptes pas lui dire au revoir. Je préfère partir discrètement dès que Denis sera prêt. Le visage du cyclope s'est tordu en un sourire fêlé. Au revoir, pas. Merci pour tout. Il m'a vraiment dit ça. Merci pour tout. Merci pour l'avoir engendré sans lui demander la permission. Merci pour l'avoir fait entrer de force dans un monde de guerre, de haine et de fanatisme.
Merci pour l'avoir accompagné à la porte d'école qui enseignait la tricherie, le mensonge, les préjugés et les cruautés en tout genre. Merci pour l'avoir assommé d'un Dieu auquel il n'avait jamais cru, de la seule et unique Église, que toutes les autres soient damnées. Merci pour lui avoir inculqué la passion des voitures qui provoquerait peut-être un jour sa mort. Merci pour un père qui écrivait des scénarios médiocres, histoires d'amour à l'eau de rose ou bagarres, dans lesquelles les bons avaient toujours le dernier mot. Merci pour tout. Au revoir mon garçon. Donne de tes nouvelles. Je suis sorti en pensant 4 moins 2 égale 2, tout en me disant pauvre Harriet, que Dieu lui vienne en aide. Denis et Dominique étaient partis. Jamie s'était couché. Assis dans le salon, nous regardions le film de 11 heures à la télévision. Harriet buvait du sherry pendant que je fumais ma pipe et sirotais du thé brûlant. L'herbe se trouvait dans ma poche de chemise. Le problème était le suivant, comment la faire passer dans les poumons de ma femme. Elle était de ces êtres inflexibles qui ne badinent pas davantage avec l'herbe qu'avec l'opium. Je n'étais pas expert en la matière, même si j'avais déjà fumé de l'herbe une demi-douzaine de fois. J'avais regretté de ne pas en avoir pour m'aider à supporter la nouvelle de la mort de mon père, car ce jour-là je m'étais saoulé à mort, et l'alcool avait seulement augmenté ma douleur. Pour dire la vérité, mon père était mort depuis 10 ans, mais sa perte me faisait toujours cruellement souffrir. La marijuana m'aurait certainement aidé. Certains la considèrent comme un remède miracle quand le monde s'écroule autour de vous. Le film m'a fourni un indice. C'était littéralement un film sur les morts. La vedette était Carole Lombard, décédée. Tous les autres acteurs avaient passé l'arme à gauche. John Barrymore, Lionel Barrymore, Eugène Palette, ainsi que tous ceux des rôles secondaires. Même chose pour le metteur en scène, le scénariste et le producteur. Ils se déplaçaient sur l'écran, mais leur corps pourrissait dans leur tombe, pauvres, adorables, merveilleuses créatures. C'était tellement triste que j'ai dit à Harriet combien je trouvais cela déprimant. Je me suis levé pour verser un peu de scotch dans mon thé. Au moment de la publicité, je me suis relevé pour recommencer. C'est triste, je lui ai dit, c'est bouleversant. Je lui ai dit que la vie aussi était triste, brève et triste, et elle a été d'accord. Je lui ai dit qu'elle me rendait mélancolique, malheureux. Elle a pris ma main, m'a souri, et dit là, là. J'ai dit si seulement nous pouvions nous échapper de ce piège, partir quelque part, faire quelque chose, oublier un moment tous nos ennuis. Elle a dit il n'est que 11h30. Veux-tu que nous allions faire un tour au Cock and Bull? Je ne veux pas dire ça. J'aimerais trouver la paix, une sorte d'euphorie qui nous permettrait de surmonter cette crise. Pourquoi ne pas te saouler? Je lui ai répondu que je ne désirais pas cela. Je désirais l'échappée absolue, comme les gamins faisaient parfois. Fumer de la marijuana, par exemple. Pourquoi ne le fais-tu pas? Elle a dit. Je suis sûr que tu en trouveras dans les chambres du fond. J'en ai bien un peu ici, j'ai dit, en tapotant ma chemise. Eh bien, fume-la si tu en as envie. Seul? On ne fume pas à l'herbe seul. On doit absolument partager ce plaisir avec d'autres. Il n'y a que moi ici. Tu fumerais avec moi? Je ne crois pas. Je m'y attendais, j'ai ricané. Désolé. Je suis surpris par ta réaction. Mais je n'en veux pas. Toi, la personne la plus tourmentée, la plus malheureuse de toute la maison. Toi, qui as accepté tous les sacrifices, juste au moment où ton univers s'écroule. Mon univers ne s'écroule pas. Toi qui en as besoin plus que quiconque, il faut que ce soit toi qui refuses. Je n'en ai pas besoin. Tu as peut-être raison. Mieux vaut faire preuve de volonté, serrer les dents et s'accrocher, encaisser la punition. L'acier le mieux trempé sort de la forge la plus chaude. Oublie ce que je t'ai dit. Mais j'espère que tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je boive sous tes yeux au point de me rendre malade. C'est à peu près tout ce qui reste à un père aigri, à moins qu'il n'aille dans un saloon pour essayer de lever une pute. Elle a encore secoué ma main. Oh, allez, tu ne ferais pas une chose pareille, reprends-toi. Quel mariage, quelle mascarade. Un homme demande à sa femme de fumer un peu d'herbe avec lui, et elle se défile. Mon Dieu, je ne te demande pas de t'injecter de l'héroïne. Je désire simplement que tous les deux, mari et femme, nous partagions le même voyage vers le pays de la joie, où l'on oublie un moment toutes les misères de l'existence. J'ai peur d'être malade. Malade? Et c'est une thérapie formidable. Ça détend le corps, purifie l'esprit, apaise l'âme. Elle restait silencieuse et mordillait l'un de ses ongles. D'accord, elle a dit à contre-cœur, mais je sais que ça va me rendre malade. J'ai placé ma main sur son cœur. Je te jure sur ce que j'ai de plus sacré, que tu ne seras pas malade. Bon, d'accord.
Dans la faible lumière diffusée par l'écran, j'ai roulé 2 joints, puis lui en ai donné un. Fume-le comme une cigarette, aspire profondément, mais ne va pas trop vite. Prends ton temps et détends-toi. Nous avons allumé nos joints et fumé en silence. Elle a tiré plusieurs longues bouffées. Je ne sens rien. Patience, l'effet n'est pas immédiat. Ne te presse pas. Après 2 bouffées, ma cigarette s'est éteinte, mais je ne l'ai pas rallumée. Elle a fumé la sienne jusqu'au bout avant de l'éteindre. Puis elle s'est laissée aller en arrière dans son fauteuil, avec une indolence béate pour regarder le film, les yeux mi-clos. Je lui ai demandé comment elle se sentait. Je ne sens rien, elle a répondu en souriant. 10 minutes ont passé. Je suis fier de mes enfants, elle a dit. Je les aime tendrement. Ils vivent dans un monde terrible, mais ils ont le courage d'affronter l'avenir, et je ne veux plus me faire le moindre souci pour eux. J'ai compris que le moment était venu de lui annoncer la nouvelle. Dominique t'a-t-il parlé de son mariage? Dominique, marié? Il a épousé Katie le jour de Noël. Je l'ignorais. Katie est enceinte. C'est magnifique. Je l'ai regardée. Elle était confortablement installée dans le grand fauteuil inclinable. Elle pleurait. Elle a pleuré pendant 2 heures, jusqu'à ce que l'œil blanc uniforme de la télé nous regarde en faisant briller les larmes qui coulaient sur ses joues. Je suis tellement heureuse. Elle a répété plusieurs fois. Tellement heureuse. Se déplaçant comme un spectre parmi un écheveau de toile d'araignée, elle s'est agrippée à moi, tandis que nous retournions en flottant vers notre chambre. Je l'ai installée sur le lit. Son cou ressemblait à celui d'une poupée brisée. Ses mains étaient molles comme des gants. En mal d'affection, elle a cherché mon visage en ronronnant, posé sa tête sur mon épaule, mais elle était tellement raide qu'elle ne pouvait même pas m'embrasser. J'ai mis sa tête sur l'oreiller. Je l'ai déshabillée en admirant sa blancheur. Ses mamelons roses clairs m'ont rappelé les 4 bouches qu'ils avaient nourries. J'ai touché les poils vaguement dorés de son pubis en me demandant si elle les teignait. À moi, tout à moi. Soudain, j'ai eu une folle envie d'elle. J'ai arraché mes vêtements et me suis jeté sur elle. C'était du viol. Son abandon m'entraînait dans un délire orgiaque. Je me repaissais d'elle avec une joie diabolique. Je découvrais des fentes et des crevasses jusque-là inviolées. Jamais je n'avais connu une telle extase avec elle. Et tout le temps elle a dormi, au point qu'elle ne se souvenait de rien quand elle s'est réveillée le lendemain matin. 19. Je ne pensais jamais beaucoup à Jamie. En fait, je regrettais qu'il soit né si peu de temps après Tina, laquelle, dans sa petite enfance, avait poussé des cris horribles, insupportables, qui me terrifiaient et m'horripilaient. À l'époque, je jurais que 3 enfants suffisaient largement, et je suppliais Harriet, arrête-toi là pour l'amour du ciel. Utilises-tu ton diaphragme? Es-tu sûr qu'il est bien en place? C'était la panique quand Tina hurlait dans la pièce voisine. Et lorsqu'Harriet a su que Jamie était en route, elle a eu peur de me l'annoncer jusqu'au 3e mois de sa grossesse. Alors j'ai vu rouge. Je suis sorti de la maison comme une fusée et suis resté 2 semaines à Palm Springs avec un écrivain saoul qui avait 6 enfants et leur reprochait son alcoolisme. Je suis revenu à la maison avec des pensées d'avortement, mais bien sûr c'était trop tard. Harriet m'a méprisé et ordonné de m'en aller pour ne plus jamais revenir. Aveuglés par la haine et la nécessité, nous avons conclu une trêve périlleuse, sans jamais reparler de notre futur enfant. Ça a été une horrible épreuve pour Harriet. Plus elle grossissait, plus le monstre se développait en moi. Je passais mes jours et mes nuits à boire du vin, vautré dans un fauteuil, la punissant de ma langue acérée, pleine de fiel et de ricanements, perpétuellement écroulée, reculant devant sa taille chaque jour plus arrondie. Non seulement elle a réussi à mener sa grossesse à bon terme, mais elle a échappé saine et sauve à la violence de mon désespoir. 2 semaines avant l'accouchement, on m'a proposé un boulot à Rome. Harriet a été si contente de me voir quitter mon fauteuil, et j'étais tellement heureux de partir que je n'ai pas emmené une seule valise. À mon retour de Rome, Jamie avait 5 mois, et je l'ai détesté comme jamais parce qu'il avait des coliques et braillait encore plus que Tina. Les hurlements d'un enfant. Faites-moi avaler du verre pilé, arrachez-moi les ongles, mais ne me soumettez pas aux cris d'un nouveau-né, car il se vrille au plus profond de mon nombril et me ramène dans les affres du commencement de mon existence. Harriet lui avait donné le prénom de son père, Joseph, mais ce nouveau-né n'était décidément pas un Joseph, il ne ressemblait pas à un Joseph. Jamie lui convenait mieux, si bien qu'au bout d'un moment, ce prénom lui est resté et nous l'avons inscrit à son état civil. Il n'y a jamais eu assez de temps pour Jamie.
C'était toujours Dominique ou Tina qui déclenchaient les crises, parfois Denis, mais jamais ce gosse bouclé aux yeux noisettes, qui souriait invariablement en se levant, qui, contrairement aux autres, n'a pas pleuré la première fois que nous l'avons amené à l'école, qui parlait avec hésitation en bredouillant, parce que personne ne se donnait la peine de lui apprendre à articuler correctement. Ensuite, nous avons découvert qu'il pleurait un peu tous les jours, assis seul dans le bac à sable de la cour d'école, et quand son maître lui demandait pourquoi, il répondait qu'il avait quelque chose dans l'œil. Quand il a eu 6 ans, nous l'avons emmené à une fête organisée en l'honneur du 4 juillet, et il s'est promené parmi la centaine d'invités, étonné et ravi par tout ce qu'il voyait. Sur le chemin du retour, Harriet lui a demandé s'il s'était bien amusé, et il a répondu, avec des yeux brillants, qu'un homme lui avait parlé, un homme très gentil, qui portait un grand chapeau noir. Quand Harriet lui a demandé ce que cet homme lui avait dit, Jamie a caressé son merveilleux souvenir et soupiré. Il m'a dit « Tire-toi de mes pattes, petit ». Tel était Jamie, amoureux des fleurs, des cactus et des arbres, des araignées, chenilles, étoiles de mer et coquillages en tout genre, vers de terre, rats, chiens, chats, écureuils, chevaux et hommes. Nous ne nous étions jamais beaucoup inquiétés pour Jamie. Il n'exigeait jamais rien. Il ne séchait pas l'école, ne se bagarrait pas, ne revenait jamais à la maison dans la voiture du shérif avec un adjoint qui sermonnait ses parents sur la gravité du vandalisme. Il ne volait ni ne buvait, ne bousillait pas les voitures qu'on lui prêtait, n'organisait pas des parties de défonce sur la plage, ni ne mettait en cloque ses copines. Il ne fuguait pas, ne mentait pas, ne volait pas et ne trichait pas. Il avait de bonnes notes, il était propre, il s'habillait correctement, mangeait tout ce qu'on lui servait, passait des journées entières à jouer au basket et embrassait toujours sa mère pour lui dire bonsoir. Qui aurait remarqué un gamin pareil? Pour attirer mon attention, un garçon devait faire quelque chose de significatif, démolir une voiture par exemple, ou me voler mon revolver pour tirer des cailles dans les pins, se faire arrêter par le garde-chasse à cause de nasses à langoustes illégales, tomber de la falaise et se planter dans le sable, ou encore se ronger les ongles en attendant les prochaines règles d'une fille, échapper d'un cheveu à la noyade, organiser des soirées où l'on brise les meubles, casse les vitres. Pas Jamie. C'était un garçon modèle, sage, pondéré et raisonnable. Alors, sans crier gare, est arrivé le démenti cinglant. Notre Jamie n'était pas aussi impeccable et immaculé que nous le pensions. Peut-être a-t-il décidé de briser son image afin d'attirer notre attention sur lui. C'était sans doute pour cela qu'il avait loupé ses examens dans les 2 matières importantes à la fac, se signalant ainsi délibérément à l'attention du bureau de conscription. Son tempérament était donc plus compliqué que nous le pensions. Pour y croire, nous avons dû le voir noir sur blanc. La lettre, adressée à Jamie, émanait du bureau du recteur. Elle était posée près du téléphone. Harriet savait qu'ainsi, il ne pourrait pas ne pas la voir. Devinant son importance, je l'ai examinée en transparence en me demandant si j'allais oser l'ouvrir, violant ainsi la loi sacrée de la maison, qui interdisait à quiconque d'ouvrir une lettre qui ne lui était pas destinée. Ce problème moral m'a retardé 10 secondes avant que je ne déchire l'enveloppe. La note destinée à James Molise était concise, impersonnelle. Suite à son absence depuis 42 jours, il était informé par la présente qu'il n'était plus inscrit comme étudiant à l'université de la ville. Saqué, viré. Tu n'aurais pas dû l'ouvrir, m'a reproché Harriet. 42 jours. Que fait-il donc? Peu importe, tu n'avais pas le droit d'ouvrir son courrier. Il est arrivé pour le dîner les mains vides. Pas de livre? Comment ça se fait? Ses yeux inquiets ont brièvement plongé dans les miens, puis il a regardé ailleurs. Et alors, il a fait? J'ai pris la lettre, la lui étendue, après quoi il a longuement palpé l'enveloppe déchirée. Son visage s'est assombri. Il a jeté la lettre sur la table sans se donner la peine de la lire. J'ai plaqué la fac. Tu ne l'as pas plaqué, tu t'es fait virer. Je l'ai plaqué, il a insisté. Aussi vaurien que tes frères. Moi qui avais toujours cru que tu ne sortais pas du même moule qu'eux. Veux-tu te calmer, s'il te plaît, a dit Harriet. Que s'est-il passé, Jamie? Pourquoi as-tu laissé tomber la fac? J'ai pris un boulot, il a dit en fixant ses mains. Combien de boulots cumules-tu donc? Je lui ai demandé. Je croyais que tu travaillais au supermarché. Plus maintenant. Je travaille à la clinique pour enfants. Tu y fais quoi? Je leur apprends des choses, des sports, l'artisanat, tout ce qui peut servir. J'ai commencé de distinguer une stratégie, une manœuvre astucieuse, comme chez Denis, et ça m'a soulagé. Tout compte fait, il se servait de ses méninges.
Pas mal, j'ai dit. Ça devrait te permettre d'obtenir un sursis. Je suis simplement volontaire, il a ajouté, un peu honteux. Je ne suis pas payé à la clinique. Tu travailles à l'œil? J'aime ce que j'y fais. Tu es complètement cinglé. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il n'y avait pas d'hostilité dans ses yeux verdâtres, seulement de la chaleur et de la sympathie. Je savais que tu dirais un truc de ce genre, papa. C'est pour ça que je ne vous ai pas prévenu. Au dîner, nous en avons appris davantage sur son travail à la clinique pour enfants. Il travaillait 50 heures par semaine, en échange de quoi il pouvait déjeuner gratuitement. Pour aller à la clinique de Culver City, distante de 50 kilomètres, il faisait du stop, et même chose au retour, sauf quand Denis pouvait l'accompagner ou le ramener. Il poussait des enfants infirmes dans des chaises roulantes, il leur donnait des bains de tourbillon, il massait leurs membres malades. À ceux qui pouvaient marcher ou courir, il apprenait à jouer au ballon. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, sinon nettoyer les toilettes, passer l'aspirateur sur les tapis ou aider à la lingerie. Nous manquons de personnel, il a dit. Nous avons besoin d'aide. En l'écoutant, j'ai découvert avec stupéfaction que je ne le connaissais quasiment pas. Brusquement, il était devenu un mystère. Ainsi donc, nous avions désormais un autre martyr dans la famille. Dominique s'immolait sur l'autel de Katie Dan, et maintenant Jamie vouait sa vie aux enfants infirmes. Quelle différence avec leur père, qui écrivait des scénarios minables pour 1500 $ par semaine quand il travaillait. Pas étonnant que je comprenne mes chiens et pas mes enfants. Pas étonnant que je sois désormais incapable d'achever un roman. Pour écrire, il faut aimer, et pour aimer, il faut comprendre. Je n'écrirai plus tant que je n'aurai pas compris Jamie, Dominique, Denny et Tina. Quand je les comprendrai et les aimerai, j'aimerai l'humanité tout entière. Mon pessimisme s'adoucirait devant la beauté environnante, et ça coulerait librement comme de l'électricité à travers mes doigts et sur la page. 20. Pendant 2 jours, Jamie a pris ma voiture pour aller travailler, et le vendredi, nous sommes partis ensemble en ville. C'était un grand jour pour nous deux. Je devais être à Santa Monica à 9h30 afin de toucher mes allocations de chômage, et à 11h, il affrontait le bureau de conscription de Brentwood. J'ai déposé Jamie à la clinique pour enfants, puis suis retourné à Santa Monica en ayant largement le temps de rejoindre la queue du guichet C. J'y ai retrouvé les visages habituels, des gens du showbiz qui savaient s'y prendre pour minimiser l'humiliation de cette attente l'un derrière l'autre. Des scénaristes de la télévision qui racontaient des blagues, le type lugubre et angoissé qui avait écrit le dernier film à succès de Brando, le fumeur de pipe, auteur de D. Daniel Boons, les metteurs en scène maussades et irascibles, les acteurs coquets. Tous avançaient sur 3 fils avec des ingénieurs électroniciens, des ouvriers agricoles et des chercheurs qui aimaient vous faire comprendre qu'ils avaient travaillé sur le projet Apollo. Les scénaristes étaient optimistes et bêtes comme leurs pieds, mais assez bizarrement, la plupart disaient la vérité. Une semaine, ils étaient là pour toucher leurs 65 $, et la suivante, ils partaient pour l'Europe, honorer un contrat, ou bien ils décrochaient un engagement sur place. Je me suis demandé si j'étais le seul menteur invétéré parmi tous ces chômeurs, car depuis longtemps je faisais courir le bruit que j'écrivais un roman, et quand on me demandait comment ça allait, j'avais toujours la même réponse simple et directe. Fantastique. Le soleil était brillant, le smog d'un orange exquis alors que je retournais vers Culver City. Je me suis garé devant la clinique pour enfants. Bien que neuf, le bâtiment de 2 étages en stuc présentait un aspect crasseux et minable, comme si rien ne pouvait dissimuler la tristesse de ce qu'il abritait. La cour adjacente était enclose d'une palissade en contreplaqué haute de 3 mètres, où s'étalaient les affiches de propagande électorale de la récente campagne de novembre. Le quartier était habité par des Noirs et des Chicanos. L'autoroute de San Diego rugissait à 2 rues de là. De l'autre côté de la palissade, des enfants jouaient, et leurs voix flûtées babillaient dans l'air comme des cris d'oiseaux. À la réception, une jeune Noire m'a dit que Jamie était dans la cour et, d'un signe de tête, m'a montré une porte. Une douzaine d'enfants, presque tous noirs, jouaient dans la cour poussiéreuse. Ils se déplaçaient sur des béquilles, les jambes enserrées dans des armatures métalliques. Ils jouaient à la balançoire ou poussaient un manège grinçant. Une infirmière noire en uniforme blanc les surveillait. J'ai repéré Jamie à l'extrémité opposée de la cour, dans un bac à sable, avec 2 fillettes, une chicano et une noire. Entre elles, un seau plein d'eau et des moules à gâteaux. Elles faisaient des gâteaux de sable et leurs mains étaient barbouillées de terre marron. Tandis que je m'approchais, Jamie a dit « Mets un peu de cannelle dessus ».
La petite noire manchotte a pris une poignée de sable qu'elle a laissé couler sur son gâteau humide. L'autre enfant, qui portait des ferrures d'acier aux genoux, a dit « Je veux de la noix de coco ». Très bien, a dit Jamie, d'accord pour la noix de coco. Elle a pris du sable dans ses mains et l'a répandu sur son gâteau. Il faut y aller, je les ai interrompus. Pendant qu'ils se lavaient les mains sous un robinet, les enfants m'ont observé d'un air renfrogné. Ils se sont regroupés autour de Jamie, se frottant contre lui comme des chatons. Ne pars pas, Jamie, s'il te plaît. Il leur a promis de revenir plus tard. Promets, promets, je vous le promets. Il les a prises par la main, et nous avons marché lentement, calquant notre pas sur les déhanchements de la fillette aux jambes atrophiées. Une brève promenade pleine de confiance et de solennité, le soleil brûlant sur nos têtes, la terre battue sous nos pieds, l'enclave de contreplaqué isolée du reste du monde, mais sauvagement agressée par le rugissement des camions sur l'autoroute. Quand j'ai regardé Jamie, j'ai découvert une lueur chaleureuse dans son regard, et son sourire timide tourné vers les fillettes. Il les couvait avec amour, comme autrefois il avait aimé les chiots et les petits lapins. Les bureaux du service de recrutement se trouvaient dans un immeuble flambant neuf de Barrington, près de Wiltshire. Un peu en avance sur l'heure de la convocation, nous sommes entrés dans le parking et j'ai garé la Porsche dans une place libre. J'ai coupé le contact et nous sommes restés là un moment à réfléchir. Tu as mis au point quelque chose, tu sais ce que tu vas dire? Il n'y a rien à mettre au point. Ils me poseront des questions, j'y répondrai. J'avais pas mal pensé à la situation, si bien que j'ai proposé une solution. Que dirais-tu de ça? J'ai attaqué. Je suis en convalescence après une crise cardiaque, je dois me reposer chez moi. Cela donne beaucoup trop de travail à ta mère, nous avons donc besoin de toi pour t'occuper de moi. Un cas de force majeure. Tu plaisantes? Tu ferais bien de préparer quelque chose. Je ne sais même pas ce qu'ils me veulent. Il s'agit peut-être seulement d'un questionnaire à remplir. Tu rêves, mon petit. Tu viens de faire l'école buissonnière pendant 42 jours, ils veulent t'alpaguer. Il a ouvert la portière. Nous serons vite fixés. Attends, j'ai dit en changeant mon fusil d'épaule. Pourquoi ne pas utiliser le médecin de Denis? Abercrombie, c'est un escroc. Évidemment que c'est un escroc. Comment veux-tu avoir des problèmes rénaux ou de l'hypertension sans consulter chez un escroc? Il m'a regardé en haussant les sourcils. Je ne veux pas de ça. Il est sorti de la voiture et a fait claquer la portière. Et pourquoi ne pas dire la vérité, toute la vérité, sans aller chercher un médecin marron? Quelle vérité? Mon ulcère? Comme tu sais, j'ai un ulcère au duodénum. Il s'enflamme de temps à autre. D'ailleurs, en ce moment, je sens que ça ne va pas tarder. Suppose que... Rien à faire. Il s'est éloigné au moment précis où une Thunderbird bleue arrivait à toute vitesse dans l'allée, droit sur lui. Le klaxon a retenti, les freins ont hurlé. Jamie a bondi en arrière pour éviter de se faire écraser et s'est retrouvé sur ma voiture. Il fulminait en regardant le conducteur de la Thunderbird. Imbécile, il a crié, espèce de sale crétin. Désolé, a fait le type, soulagé d'avoir évité une tragédie. Il s'est laissé aller sur son siège en poussant un soupir, puis a relevé son chapeau sur son visage soudain en sueur. Abruti, j'ai gueulé. Le type a pris un attaché-case, puis est sorti de sa voiture. Il portait un costume de soie gris, qui le drapait comme dans un rideau de théâtre, un type corpulent, aux épaules massives et à la mâchoire agressive. Sans doute un vice-président, ou un revendeur de voitures d'occasion. Absolument désolé, il a dit. Nous l'avons foudroyé du regard. Puis il s'est éloigné le long d'une rangée de voitures. Il s'est brusquement arrêté après quelques pas, nous a regardés par-dessus son épaule soyeuse, puis est revenu vers nous. Vous ne seriez pas Mollise? Il a dit devant la Porsche. De quoi je me mêle? A rétorqué Jamie en croisant les bras. Le gros homme a souri, puis s'est adressé à nous deux. Comment va votre saloperie de chien pervers? Alors j'ai reconnu John Galt, l'homme de loi, que Stupide avait monté sur la plage le soir du grand vent de Santa Anna. Je me suis souvenu de lui, de son Bermuda, de sa chemise imprimée hawaïenne, de sa bedaine saillante, de ses jambes poilues grosses comme des poteaux, et l'arrogance avec laquelle il m'avait humilié ce soir-là brûlait encore ma mémoire, surtout parce que Jamie avait assisté à la scène. J'avais maintenant une chance de prendre ma revanche, car une fois encore le garçon était présent. Salut, Galt. Je me suis tourné vers Jamie. Tu te souviens de lui, Jamie? Le type que Stupide a essayé de monter sur la plage. C'est lui. Je me souviens, a répondu Jamie. Le gars qui avait un maillot de bain si rigolo. Galt a souri faiblement. L'animal n'a violé personne dernièrement? Pas dernièrement, j'ai répondu. Mais vous lui manquez beaucoup, Galt. Il est fou amoureux de vous. Le sourire de Galt semblait d'acier trempé.
Ses yeux bleus ont étincelé quand il a sorti un mouchoir de sa poche pour essuyer la sueur sous ses bajoux. Il a méticuleusement replié son mouchoir, puis l'a remis dans sa poche. J'ai senti sa rage fondre sur moi comme un vent brûlant. Je me suis retourné vers le siège de la Porsche pour ramasser par terre un fer numéro 5. Le dialogue empoisonné risquait de tourner à l'affrontement sanglant. Galt contre Jamie et moi. Brusquement, Galt a pivoté sur ses talons, puis traversé le parking d'un pas rapide, tandis que le soleil miroitait sur la soie de son costume. Formidable, a dit Jamie. Tu lui as vraiment rivé son clou. Toi aussi. Il ne m'a jamais plu. C'est une brute, j'ai dit. Heureusement qu'il ne nous a pas cherché Noise. J'étais prêt à lui ouvrir le crâne avec ça. J'ai brandi le fer numéro 5 devant moi. Nous avons traversé le parking jusqu'à l'entrée du bâtiment. Il y avait une cafétéria à côté, et j'ai vu Galt au comptoir qui lisait un journal en portant une tasse de café à ses lèvres. Nous avons consulté le tableau de l'immeuble et pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Pénétrer dans le bureau de recrutement équivalait à ouvrir un roman de Dostoïevski. L'aspect glacé de la bureaucratie figeait votre moelle. La machine du pouvoir officiel commençait aussitôt à vous dévorer. C'était une grande salle blanche qui sentait le plâtre frais, équipée de néons éblouissants. Une douzaine de jeunes gens, dont la plupart avaient les cheveux longs, se tenaient devant de petits guichets le long d'une cloison et parlaient de leur cas à des fonctionnaires. La lumière dure soulignait leurs traits, leurs boutons et autres poils de barbe sur leur menton. Jamie a écarquillé les yeux devant ce spectacle, l'air a sifflé entre ses dents. Aussi anonyme que les autres, il a pris sa place dans la queue à l'un des guichets. Quant à moi, je me suis assis sur une chaise en plastique le long d'un mur. Comme certains gamins fumaient, j'ai allumé ma pipe. Derrière les petites fenêtres de la cloison, une escouade de dactylos frappait sur leur machine à écrire. Les machines semblaient s'engueuler entre elles. Quand la porte du couloir s'est ouverte, j'ai entrevu un éclair de soie grise. C'était John Galt. Il s'est dirigé vers un passage découpé dans la cloison, son attaché-caisse à la main. Jamie et moi l'avons repéré en même temps. Ma pipe s'est brusquement éteinte et j'ai senti le sang affluer vers mon visage quand Galt s'est arrêté avant de franchir le seuil pour jeter un coup d'œil dans la salle. Ses yeux bleus étincelants nous ont mitraillés comme une arme à répétition. Puis il est passé de l'autre côté de la cloison. Jamie s'est retourné pour me regarder. Il a ouvert puis refermé les paumes moites de ses mains. Il a chuchoté quelque chose au garçon qui le précédait, en désignant Galt, que j'ai vu pénétrer dans un bureau situé au bout de la cloison. Quittant la queue, Jamie s'est dirigé vers moi. Son visage était gris, mais il avait un sourire ironique aux lèvres, comme la victime d'une mauvaise plaisanterie. Tu sais qui c'est? Ne me le dis pas, j'ai répondu, je ne veux pas le savoir. Le directeur du bureau de recrutement. Quand il a repris sa place dans la queue, j'ai essayé de réfréner une pensée qui galopait dans mon esprit, mais elle ressemblait à un cheval sauvage indomptable. 4 moins 3 égale 1. 21. Jamie n'a jamais rencontré de nouveau Galt, du moins pas face à face. Le destin s'est jeté sur lui comme un vent polaire. Il a compris que les jours de sa vie civile étaient comptés. Je savais qu'il ferait un bon soldat. Il avait trop de fierté pour ne pas se montrer à la hauteur d'une tâche, mais la terreur de la vie militaire le rendait morne et silencieux comme un moine. Confronté à une crise, il réagissait comme moi, tel père, tel fils. À la mort de mon propre père, j'avais dormi avec mon chien Mingo. À la mort de ma mère, la présence de mon cher Rocco à mes côtés lors de maintes nuits de tristesse avait amoindri ma douleur. Jamie s'est mis à dormir avec Stupide. Ce chien n'était pas un imbécile. Sentant le désespoir de Jamie, il essayait de le consoler de la seule manière qu'il connaissait, en restant près de lui pendant ces 2 derniers mois. Stupide avait changé. Du moins, il était devenu autre chose qu'un simple chien errant qui traînait sans but dans la maison. Maintenant on avait besoin de lui, il avait une tâche à accomplir, et pour quelqu'un qu'il aimait. Ses yeux éplorés débordaient de gratitude, il suivait partout Jamie dans les couloirs et autour de la maison. Au petit déjeuner, il était sous la table, la tête posée sur les chaussures de Jamie. Il le suivait ensuite au garage et restait à côté de la portière de la voiture en attendant une dernière caresse amicale avant que Jamie ne parte pour sa clinique. Après le départ de la voiture, il s'allongeait dans le garage et attendait le retour de Jamie. Il s'inquiétait pour Jamie. La preuve en était sa nourriture intacte et son total désintérêt envers Denis, Harriet et moi. Le 4 juillet, nous avons accompagné Jamie au bureau d'accueil de l'armée, dans le centre de Los Angeles. Nous avons pris le break afin de pouvoir emmener Stupide. La tête posée sur les genoux de Jamie,
Il a dormi pendant tout le trajet. 2 cars attendaient les conscrits dans le parking. Jamie m'a serré la main. Il a posé 2 brefs baisers sur les joues de sa mère. Puis ses bras ont enlacé Stupide qu'il a embrassé 3 ou 4 fois. Occupe-toi bien de mon chien. J'ai hoché la tête. Promis? Promis. Il a rapidement rejoint une file de jeunes gens crasseux qui montaient dans les cars. On aurait dit un rassemblement de victimes du nazisme en route vers Buchenwald. Jamie est monté dans son car et bientôt, il a agité la main à la vitre arrière. Harriet a pleuré et secoué son mouchoir humide. Avec un sifflement de dragon, le car s'est éloigné, en route vers Fort Ord. Harriet a pleuré pendant 2 jours, mais ma propre tristesse a duré environ 12 minutes, jusqu'à l'autoroute de Santa Monica, où le torrent rugissant des voitures a emporté le break vers la côte. J'ai fini par trouver une place dans la 3e voie, où je pouvais rouler à 100 à l'heure sans être gêné par les cinglés qui profitaient de la fête nationale pour aller à la plage. Je ne m'inquiétais pas pour Jamie. Je comprenais maintenant pourquoi mon père avait été si heureux de me voir partir au service militaire. D'autres allaient assumer ma responsabilité. Ce n'était pas comme un gosse qui s'enfuit dans la jungle d'une grande ville à la manière de Dominique ou de Denis, qui nous empêche de dormir, provoque angoisse et rongements d'ongles, sans parler de nos arrêts du cœur chaque fois que le téléphone sonnait. Jamie était entre de bonnes mains. Il serait nourri, logé, soumis à la discipline militaire. Il prendrait du poids et de l'assurance. Son foyer et sa mère lui manqueraient pendant quelque temps. Il s'endormirait en pleurant. Au pis, il s'ennuierait, mais qui ne s'ennuyait pas. Quand nous sommes arrivés à la maison, Stupide était allongé sur la banquette, la tête posée sur les pattes. Il a refusé de descendre. J'ai essayé de le raisonner, de le calmer, mais il n'a pas bronché. Quand j'ai tendu la main et tiré sur son collier, il a ouvert un œil glauque et grondé. Va te faire foutre, ingrat. Jamie lui manque, a dit Harriet. Jamie manque à tout le monde. Est-ce une raison pour que, contrairement à nous tous, il ne sorte pas de la voiture? Il a le cafard, laisse la portière ouverte. Il commençait à me casser les pieds. Tous les mois que j'avais passé à le nourrir, le laver, le soigner, lui enlever les tiques gonflés de sang, à nettoyer sa litière, lustrer son poil, le débarrasser de ses vers, lui proposer mon amitié. Et maintenant, il s'intéressait exclusivement à Jamie, qui ne lui avait jamais apporté la moindre écuelle d'eau. Je ne réclamais certes pas des faveurs particulières, ni ne m'attendais à une entière dévotion, mais j'avais certainement droit à l'obéissance et au respect. Où serait-il si je ne lui avais pas procuré un bon foyer, si je n'avais pas fait attention à lui, si je ne l'avais pas mieux traité que la chair de ma chair? Son comportement s'expliquait sans doute par sa race. C'était un sale fils de pute indifférent, dénué de la moindre intelligence, incapable de réagir à l'amour et à la gentillesse. Mon chien Rocco aurait bondi de joie si je lui avais prodigué la moitié de ses attentions. 2 heures plus tard, je regardais le match des Dodgers à la télévision quand il a gratté à la porte de derrière. Je me suis levé pour le faire entrer. Sans m'accorder le moindre regard, la queue basse, il a tristement descendu le couloir jusqu'à la chambre de Jamie. Il a reniflé le lit vide en gémissant, puis y est monté. Avec un soupir, il s'est installé confortablement, puis a fermé les yeux. Je l'ai laissé là et suis retourné devant la télé. Après le dîner, je lui ai préparé une assiette de viande de cheval et de croquettes que j'ai posée sur le porche. Puis j'ai tenté de le faire descendre du lit. Il a grondé méchamment quand ma main a saisi son collier. Laisse-le tranquille, a dit Harriet. Il mangera quand il aura faim. Erreur. Il n'a mangé ni bu et pas davantage quitté la chambre de Jamie. Toute la nuit, et jusqu'à l'après-midi du lendemain, il est resté enfermé. Alors j'ai découvert qu'il avait pissé sur le tapis. Le moment était venu de le reprendre en main. Harriet a apporté des chiffons et du détachant pendant que j'allais chercher un club de golf dans mon sac à l'arrière de la voiture. Stupide se levait quand je suis entré dans la chambre. J'ai pointé sur lui l'extrémité du club de golf. Dehors. Décomposé par le désespoir, la fourrure terne, les yeux lourds et humides, il s'est laissé glisser du lit avant de traîner la patte dans le couloir, puis vers la porte de derrière. Il manifestait la même mélancolie que lors de la nuit pluvieuse où nous l'avions trouvé. Debout sur le seuil, je l'ai regardé tourner des yeux indécis vers l'extérieur, comme si le paysage lui était inconnu. Une pensée impitoyable, gênante, m'a fait rougir intérieurement. Je voulais me débarrasser de lui. Malgré ma promesse à Jamie, je sentais que le chien devait s'en aller. Il a dû percevoir ses vibrations car il m'a regardé d'un air désolé, comme s'il regrettait mes propres pensées. Tremblant comme un criminel, je n'ai pas pu soutenir son regard. 22.
Le lendemain vers midi, Harriet a découvert qu'il était parti. Nous avons cherché dans la cour, dans les épais massifs de lierre qu'il aimait, dans les abris ombreux sous les pins, dans le corral, dans la caravane abandonnée. Il avait bel et bien disparu, bien que le portail fût tout le temps resté fermé. Il a dû sauter par-dessus la clôture. Allons voir sur la plage, a dit Harriet. Il va revenir, laisse le portail ouvert. Nous devons le chercher. Elle a mis une paire de chaussures basses. Je suis en train d'écrire, j'ai dit. Tu m'accompagnes. Nous avons marché jusqu'à la plage. Harriet est partie vers le sud, moi vers le nord. Après 500 mètres de marche difficile dans le sable, je me suis assis contre la falaise et j'ai allumé ma pipe. Tout compte fait, Stupide n'avait rien de formidable. Il était schizophrène. Il avait terrorisé Rick Kolb, mordu Denny, tenté de sauter Galt, et il était probablement responsable de la conscription de Jamie. Il était froid et indifférent envers moi. Soudain, un merveilleux désir a embrasé mon corps tout entier, en faisant descendre une douce mélodie le long de mon épine dorsale. Je prendrais un autre bull terrier, un chiot, blanc comme Rocco, avec un ventre rose, une longue queue de rat, de doux yeux bruns. Mais je devais d'abord m'assurer que Stupide était définitivement parti. De retour à la maison, Harriet se séchait après une douche. Alors, elle m'a demandé, il est parti pour de bon. C'est un chien tellement lent. Il ne peut pas être loin. Allons faire un tour en voiture. J'étais en train d'écrire. Ça peut attendre. Nous prendrons les deux voitures. Elle est partie vers Zuma Beach, tandis que je me dirigeais vers la grande route de la côte. À Topanga Canyon, j'ai bifurqué vers le nord jusqu'à la vallée et le terrain de golf flambant neuf de Ventura. Un superbe parcours désert avec une herbe drue et des balles immaculées. J'en ai frappé 3 sauts et j'ai réussi un slice qui me posait des problèmes depuis 2 ans. Dans l'ensemble, une bonne journée. Quand je suis arrivé à la maison, le soleil doré semblait posé sur l'horizon, prêt à être avalé par la mer Rose. Devant sa cuisinière, Harriet préparait le dîner en parlant au téléphone. Elle demandait aux voisins s'ils n'avaient pas vu un gros chien marron et noir doté d'une queue empanachée. Elle a fébrilement composé des numéros pour poser ses questions, tout en me servant mon dîner. Elle semblait épuisée. Elle a téléphoné à la fourrière, au shérif, à la SPA, au service de police et aux vigiles locaux. Elle avait aussi fait passer des annonces dans le Times et tous les journaux de la côte ouest. En se préparant un cocktail, elle m'a demandé: Tu n'as vraiment rien trouvé? Rien. Je suis même allé dans l'arrière-pays. J'ai traversé Latigo et Coral Canyon, jusqu'à Mulholland. Ensuite, j'ai remonté Decker Canyon. J'ai fait toutes les routes d'ici à Camarillo. Nous devons le retrouver pour Jamie. Et si nous ne le retrouvons pas, nous devons essayer. Mais imagine que nous ne le retrouvions pas. Nous avons 10 semaines devant nous avant que Jamie ne revienne de son camp militaire. Nous le retrouverons certainement d'ici là. Soyons réalistes, le chien est parti, il est resté un moment, puis il est parti. Il est comme ça. Je n'y crois pas. D'après ce que nous savons de lui, il est peut-être en route vers Fort Ord. Oh merde, Stupide n'est pas Lassie. C'est pourtant possible. Au cinéma, pas à Point Dume. Mais il y a une solution si nous ne le retrouvons pas. Quelle solution? Un autre chien. Aussitôt elle a eu la puce à l'oreille et j'ai décidé de ne pas insister. Je pensais à un gentil petit épagnol ou peut-être un Scottish terrier. Ses yeux se sont rétrécis. Son souffle s'est accéléré. Je te vois venir. Comment ça? C'est une simple hypothèse. Je ne vais pas gâcher ma salive. Si tu fais seulement mention d'un bull terrier, considère notre mariage comme terminé. Et inutile de discuter. Elle a pivoté sur ses talons et filé hors de la pièce. Elle était de nouveau là, l'ancienne pression qui essayait de me couler dans le moule. J'ai pris du papier et un crayon pour additionner les nombres qui giclaient de ma tête comme d'un ordinateur. 3000 pour ma Porsche, dont 2100 encore dus à l'organisme de crédit, 100 pour mes clubs de golf, 500 pour le tracteur, 50 pour la tondeuse, 100 pour l'acier électrique, peut-être encore 200 pour mes armes à feu. Au total, environ 1600. 500 à soustraire pour le billet d'avion, et j'arriverai à Rome avec 1100 $ en poche. Cela méritait réflexion. Quand le téléphone a sonné, nous avons répondu ensemble de nos chambres respectives. Madame Pollard nous appelait de Dume Drive. Par sa fenêtre, elle voyait un gros chien à fourrure épaisse qui errait sur le terrain voisin. Harriet l'a remercié, puis a descendu le couloir au pas de course. Prends la lampe torche, elle a dit.
Quelques minutes plus tard, elle dirigeait le break hors de Dume Drive, dans le terrain voisin de la maison des Pollard. Les pinceaux des phares qui montaient et descendaient ont soudain éclairé la silhouette massive d'un chien, un terre-neuf debout et comme figé sur un tertre herbeux, les yeux écarquillés de surprise. Je n'ai pas découragé Harriet. Ça semble prometteur, nous aurions dû commencer nos recherches ici. En marche arrière, elle a ramené la voiture dans la rue. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons sillonné les rues de Point Dume, nous déplaçant à une allure de corbillard qui attirait l'attention de tous les chiens du voisinage. Ils nous suivaient en bande excitée, leurs crocs et leurs gencives luisaient dans le faisceau de la lampe torche. Des chiens, une horde de chiens. L'élite de Point Dume, les chiens les mieux nourris, les mieux logés du monde, du Chihuahua au Saint-Bernard, mais pas de stupides. Quand les piles de la lampe ont rendu l'âme, nous sommes rentrés à la maison. La cheminée vomissait de la fumée. Harriet a fait pénétrer le break au garage à côté du tas de ferraille de Denny. J'ai sauté de la voiture pour regarder la cheminée. Elle vomissait une fumée noire qui empestait le caoutchouc synthétique en train de brûler. Elle planait comme un ange sombre dans le tiède air nocturne. Denny était assis en tailleur devant l'âtre, le menton posé sur les mains, le regard rivé au foyer. Il faisait brûler ses béquilles. Les rondelles de caoutchouc sifflaient et fumaient. J'ai traversé la pièce pour regarder le feu. Nous sommes restés silencieux pendant 2 minutes. Alors tu as réussi. En souriant, il a tiré une enveloppe de sa poche. Elle portait le tampon des services de l'armée. Sa réforme pour cause médicale. Inflammation chronique des tendons. Infirmité définitive. J'ai transmis le document à Harriet. Honteux, elle a dit en le parcourant. Je leur ai donné 3 ans de ma vie, il a protesté. Tu ne trouves que ça ne suffit pas? Tu leur en avais promis 6. Est-ce que je ressemble à un soldat, parle comme un soldat, agis ou pense comme un soldat? Je n'appartiens pas à l'armée, c'était une erreur. Maintenant, je suis de nouveau maître de ma vie. New York? Demain. Il a bondi sur ses pieds pour exécuter une gigue. Denis, a grondé Harriet. Il l'a prise dans ses bras pour l'embrasser. Je suis libre, maman. Tu sais ce que ça signifie? Harriet ne pouvait pas dire grand-chose. Il la tenait par tous les bouts. Elle avait rédigé trop de ses dissertations, participé à trop de conspirations avec lui pour maintenant protester. Et le cas échéant, c'eût été futile. Denis était un gamin particulier. Son charisme ressemblait à un drapeau claquant au vent. C'était un jeune homme sans arrêt sur la brèche, notre fils qui avait toujours aimé fuguer. Ce trait était sans doute présent dans le sperme fondateur qui avait remonté la trompe de Fallope pour rejoindre l'ovule qu'il avait engendré. 4 moins 4 égale 0, j'ai dit. Il s'est tourné vers moi en souriant et a posé les mains sur mes épaules. Tu as réussi, papa. Félicitations. Il a fouillé dans sa poche et en a ressorti ses clés de voiture. Voici ta récompense. Je t'offre ma voiture. Oh, merci. Il a frappé dans ses mains, ravi de sa plaisanterie. Ok, maman. Allons faire mes valises. Mon avion décolle à 7 heures du matin. Stupide n'est pas là, a dit Harriet. Il s'est enfui. Vous avez vraiment de la chance, il a répondu en souriant. Puis il a enlacé la taille d'Harriet en l'entraînant vers sa chambre à lui. 23. La paix. Qu'est-ce que la paix? Elle vit dans l'aile est, je vis dans l'aile nord. Nous avons 3 chambres chacun. Jetons la pelouse, j'entame un nouveau roman. Mon stylo a changé. Il ne me plaît pas. Elle fait de la poterie. Elle étudie les sciences occultes. Je joue au golf. J'ai des cauchemars. Des noirs rôtissent Dominique dans un chaudron. Elle a des cauchemars. Jamie passe en cour martiale. On place un bandeau sur ses yeux. Les balles claquent. Je change de chambre. Elle change de chambre. Nous dormons ensemble. Elle ronfle. Elle prétend que je ronfle. Nous changeons encore de chambre. Mon roman s'écroule. J'en entame un autre. Qu'est-il arrivé à mon style? Elle me lit les tarots. Les cartes sont sinistres. Elle ne peut pas achever sa lecture. La tour, le pendu, mes cartes, la mort, la catastrophe, la ruine. Jamie écrit tous les jours, nous téléphone le week-end. Sa voix est faible, pathétique. Il a une grippe carabinée. Il vient de faire 25 kilomètres à pied. Comment va mon chien? Il se porte bien, ne t'en fais pas pour ton chien. Comment est la nourriture là-bas? Infecte. Il vomit tout le temps. As-tu chaud la nuit? Non. Ils ne nous donnent pas assez de couverture. Ils l'ont fait ramper sur le ventre dans un champ, en tirant à balles réelles au-dessus de sa tête. Écoute, Jamie, veux-tu que j'écrive à ton officier supérieur? Non, ça ne ferait qu'augmenter les persécutions. Il a de la fièvre. Va voir le toubib? Non,
En cas d'absentéisme, il faut tout recommencer depuis le début. Jetons la pelouse. Harriet arrache les mauvaises herbes dans les parterres de fleurs. Nous contactons les agents immobiliers. Ils mettent une pancarte sur la maison. Des hordes d'inconnus arrivent. Ils envahissent la maison. Ils la détestent. La cuisine est démodée. Les placards trop petits. Les plafonds ont besoin d'être repeints. Les fenêtres ne portent pas de grillage. Quand ils partent, on les entend ricaner. Et le type de l'immobilier opine du chef parmi eux. Nous retirons la pancarte. De nouveau seul, j'entends d'étranges bruits de pas la nuit. Je mets un revolver à portée de ma main. Je donne un revolver à Harriet. Je nettoie et graisse mes fusils. La maison se transforme en forteresse. À une époque, toutes les portes restaient ouvertes de jour comme de nuit. Plus maintenant. Je vérifie les serrures, les fenêtres. Harriet peint des œufs de Pâques. Elle a une passion soudaine pour les œufs de Pâques. Elle figure de minuscules animaux à l'intérieur des œufs. Elle compose de petites scènes, un cerf au bord d'une cascade, un lapin sous un buisson. Le salon se remplit d'œufs bizarres. Des amis viennent la féliciter. Elle aimerait travailler sur des œufs plus gros. Je joue au golf. Nous sommes un peu fous. Notre vie s'effiloche, se brouille. Nous le reconnaissons volontiers. Denis nous écrit de New York. Il travaille comme serveur, suit des cours d'art dramatique. Prière d'envoyer $100. Tina téléphone du New Hampshire. Elle est enceinte. Rick menuisier. Ils achètent une maison. Prière d'envoyer $100. Jamie téléphone. Envoyez-moi des petits gâteaux. A toujours la fièvre. A fait 30 kilomètres aujourd'hui. Le sergent est bien parti pour avoir sa peau. Doit se lever à 4 heures pour nettoyer les latrines de tout le camp. Je lui dis que je vais m'occuper de tout. Je vais écrire à Tenney, à Cranston, à Reagan. Surtout pas, ça ne fera qu'aggraver les choses. Comment va mon chien? Organisons une fête avec de nombreux invités, les vieux amis. Nous devrions davantage nous amuser maintenant. Nous lançons les invitations, les gens arrivent, des scénaristes et leurs épouses, à couteau tiré. L'alcool aidant, les scénaristes de la télé contre ceux du cinéma. Esclandre. Une femme me traite de gros porc fasciste. Je la frappe. Son mari me dérouille. Gros remue-ménage dans le patio. Les voisins appellent le shérif. Une actrice saoule se précipite vers le bord de la falaise et menace de sauter. Saute, salope! Un adjoint au shérif la retient de justesse. La fête tourne en eau de boudin. Amitié brisée, vaisselle brisée, verre renversé, vomi sur la pelouse. Dans la salle à manger, une bête quelconque a pissé sur le mur. Nous nous jurons de ne plus jamais organiser de fête. Je me rappelle le jour où Rocco a été assassiné. Cette journée demeure aussi inoubliable que la tragédie elle-même. Une journée pour les baleines et les marsouins, pour les voiliers et les canots automobiles, avec un azur si éblouissant que Michel-Ange aurait aimé le peindre, où l'on scrutait la lisière des nuages floconneux à la recherche de chérubins jouant de trompettes dorées. Juillet est la promesse du doux été, la marée basse et mélodieuse, des filles minces et bronzées en bikini, leurs culs comme des miches de pain chaud, les mouettes qui planaient, les bécasseux au vol rapide, les patients surfeurs perchés, les parasols à rayures colorées, et un bull terrier blanc au tempérament de feu qui chassait les mouettes en aboyant joyeusement. Nous avons contourné le promontoire de la falaise, dansé sur les rochers, avant d'arriver sur l'étendue de sable connue sous le nom de Little Dune, une petite anse couverte de baigneurs. Une gigantesque chose sombre retenait leur attention près du rivage. Ils s'étaient réunis autour d'elle en demi-cercle. On aurait dit la coque retournée d'un bateau. Mais quand nous nous sommes approchés, nous avons découvert une grande baleine bleue dans l'eau peu profonde. Elle gisait sur le flanc, montrant son ventre jaunâtre et son vaste dos couleur ébène et bleue. Les journaux ont ensuite affirmé qu'elle mesurait 30 mètres de long et pesait 100 tonnes. Dieu seul sait comment elle était arrivée là, échouée dans 2 pieds d'eau. Le trou de son dos émettait des gargouillis douloureux, sa queue battait faiblement, ses yeux exsudaient des larmes huileuses, la cavité de sa bouche à moitié ouverte aspirait les vagues de la marée montante. La foule solennelle regardait avec compassion le géant des profondeurs respirer péniblement et agiter sa lourde queue. Des mouettes téméraires se posaient sur son dos sombre. Des algues et des débris divers allaient et venaient autour de ses lèvres ouvertes. J'ai pris le collier de Rocco et nous nous sommes approchés de la foule. Le chien a grondé en voyant la queue qui battait. Il a tiré sur le collier, ses pattes ont griffé le sable. Il voulait attaquer la baleine. Son absolu manque de peur m'a amusé. Quel mal pouvait donc faire un chien de 30 kilos à une baleine de 100 tonnes? Ça m'amusait énormément. Je l'ai lâché. Il l'a chargé au moment où la dernière vague refluait. D'un bond croc en avant, il s'est rué sur le ventre de la baleine. Il y est resté accroché, les dents plantées dans la chair,
Je l'ai entendu grogner. Un murmure de détresse s'est élevé de la foule. La vague suivante a déferlé. La baleine a roulé. Rocco a perdu prise, puis est tombé dans l'eau. Quelqu'un a demandé sèchement: à qui appartient ce chien? Rocco s'est relevé quand la vague a reflué. La grande queue battait. Rocco s'est rué dessus, l'a attrapé et s'est obstinément agrippé à un objet 20 fois plus grand que lui. La foule grondait. Le chien tournait en dérision, tous foutus de rame. Une femme a dit: il est en train de la tuer. La gueule de la baleine s'est ouverte comme si elle cherchait de l'air. Elle semblait beaucoup souffrir. Les algues drapaient ses lèvres bleuâtres. L'hostilité de la foule envers le chien a encore augmenté. On criait: arrêtez ce chien, tuez ce fils de pute. De nouveau, la queue a fouetté l'air et projeté le chien vers le rivage. Après un double saut périlleux, il a atterri sur ses pattes. La joie du combat brillait dans ses petits yeux. Il a longé la baleine à toute vitesse, puis a chargé la gueule ouverte, mais une vague l'a repoussé vers le sable. Un gosse lui a lancé du bois flotté. Un homme s'est précipité et lui a décoché un coup de pied. Mais pour un bull terrier, une baleine n'est rien d'autre qu'un gros chien. Il a encore chargé pour se prendre les pattes dans les algues, rouler sous la gueule de la baleine, se perdre dans les remous de l'eau et les débris rejetés par la mer. Alors, bam! Levant les yeux, j'ai vu un pêcheur à la poupe d'un bateau à moteur, un fusil qui fumait encore à la main. J'ai vu l'eau rougir autour de mon chien. J'ai vu son corps blanc emporté par le ressac. Je me suis précipité dans l'eau blanche d'écume, rouge de sang. La moitié de sa tête avait été emportée. Il était encore chaud quand je l'ai pris dans mes bras et porté à travers la foule qui s'est ouverte pour me laisser passer. Une adolescente au nez froncé a regardé mon beau Rocco mort et dit: je suis bien contente. La marée montante a emporté le cadavre de la baleine vers la haute mer. J'ai porté mon chien jusqu'à la maison et l'ai enterré près du corral. Un matin de septembre, le soleil qui attaquait ma fenêtre, comme pour en briser la vitre, m'a réveillé. Il frappait mon visage et mes yeux. Il m'a tiré du lit. Que veux-tu, nom de Dieu? J'ai dit. Je me suis levé pour fermer les rideaux, puis rallonger dans la pénombre. À dire vrai, je ne pouvais affronter une journée de plus. J'en avais marre de cette grande maison. À quoi bon ces chambres vides et un jardin grand comme un parc où personne ne se promène? À quoi bon des arbres sans des chiens pour pisser dessus? Je ne pouvais plus écrire une seule ligne dans cette maison. Et puis j'en avais marre de l'autre occupant, de la femme qui vivait de l'autre côté de la maison. Qui était-elle pour me dire que je ne pouvais pas acquérir un bull terrier? Carte sur table. Belliqueux et les fesses à l'air, je suis allé dans la cuisine, où je l'ai trouvé derrière des lunettes de lecture, en train de lire le journal du matin. Qu'as-tu contre les bulles terriers? Elle a été si stupéfaite qu'elle a nerveusement allumé une cigarette. Tu parles sérieusement? Après Rocco et Mingo? Tu sais très bien que tout le monde nous déteste dans le voisinage. Ils ont tous un chien, pourquoi pas moi? Un bull terrier n'est pas un chien, c'est un fauve. Et puis il se battrait avec Stupide. Stupide est parti depuis 5 semaines. Nous ne devons pas perdre espoir. Pour Jamie. Je me suis rasé, brossé les dents, coiffé. J'ai réfléchi. Ensuite, je suis retourné dans la cuisine. J'ai pris une décision. Elle a baissé ses lunettes. Ah oui? Soit je prends un bull terrier, soit je quitte le pays. Son sourire n'avait rien d'avenant. Rome? La ville éternelle. Ça sonnait formidablement. Dans ce cas, tu ferais mieux d'acheter 2 billets, un pour toi et un pour ton chien. Un jour, tu regretteras ces paroles. Et c'est donc. Je comptais tirer au moins 400 $, des armes, de la scie électrique et des clubs de golf. Mais ils ne m'ont finalement rapporté que 225 $. La casse m'a racheté le tracteur 300 $. J'ai essayé de marchander à 500, mais il n'y a rien eu à faire. L'employé a examiné la tondeuse dans la cabane à outils et elle lui a plu. Je l'ai laissé l'essayer dans le jardin. Combien en voulez-vous? 50, j'ai dit. 25, 45, 30. Harriet s'est penchée par la fenêtre au-dessus de nous. J'aurais besoin de cette tondeuse, elle a dit. Je t'interdis bien de la vendre. Si tu la veux, il faut que tu me l'achètes. Combien? 60 $, j'ai dit. D'accord. Insouciante, indifférente à mes projets, elle vaquait à ses occupations. Et pourquoi pas? Elle avait une rente personnelle due à un héritage. Quand j'aurais pris mes clics et mes claques, elle se porterait comme un charme, merci bien. Avec 600 $ en poche, j'ai conduit jusqu'à Westwood pour vendre ma Porsche. Je l'avais lavée, astiquée, jusqu'à ce qu'elle brille comme de la porcelaine. J'avais ciré le cuir rouge des baquets. Si je pouvais en tirer 800 $, j'en aurais près de 1500 pour mon voyage. Le prix du billet en moins, j'atterrirais à Rome avec 900 $ environ. Je pourrais vivre 3 mois avec cette somme.
Et si je ne parvenais pas à trouver du travail, j'écrirais tout bonnement à Harriet que mon ulcère s'était remis à saigner afin qu'elle m'envoie l'argent de mon billet de retour. Le blondinet du département des voitures étrangères m'a rapidement proposé 700 $, mais j'ai tenu bon pour en avoir 100 de plus, et il a fini par céder. Remplir les papiers, annuler le crédit, signer les contrats, tout cela a pris 1 heure. Une fois ces formalités réglées, le comptable est entré dans le bureau et m'a tendu un chèque de 500 $. Vous vous êtes trompé, j'ai dit, nous étions d'accord pour 800. Vous avez 2 traites de retard et le paiement est dû aujourd'hui. Vacherie. J'ai laissé tomber le chèque sur le bureau. Désolé, il a dit en rassemblant les documents. Avec 1100 $ dans mon portefeuille et tous mes espoirs romains évanouis, je me suis sorti du bureau caravane pour voir une dernière fois ma belle Porsche. Le blondinet est venu à la porte et a crié Hé, Jetro. Un mécanicien noir en salopette graisseuse est apparu derrière une clôture. Des os là, et ramène-lui la chatte, a dit le blondinet. Le mécano a emmené la Porsche. J'en ai été malade. Je me sentais comme Judas Iscariote. J'aimais cette foutue Porsche, un bulle terrier monté sur roue. J'avais essayé toutes ses concurrentes, ratiboisé des Corvettes et des Jaguars qui m'avaient semblé faire du surplace. Elle allait appartenir à un autre, et moi je serais sans roue. Mes armes s'étaient envolées, mes clubs de golf s'étaient envolés, ma scie électrique s'était envolée, mon tracteur aussi. Je n'avais plus rien, sinon quelques dollars inutiles et le vieux taco abandonné dans le garage par déni. Je suis rentré chez moi en quart. Le voyage était épuisant, mais il m'a donné le temps de réfléchir à ce que j'allais dire à Harriet. Parfois, la simple vérité se révèle très utile. Un homme ne perd pas forcément la face en exprimant dignement ou simplement les faits bruts. Harriet n'était pas un être vindicatif, elle comprendrait. Il faisait nuit quand je suis descendu à l'arrêt du car de Point Dume. Trop fatigué pour faire à pied le dernier mille jusqu'à la maison, j'ai téléphoné pour lui demander de venir me chercher. Où est ta voiture? Elle m'a demandé. Je l'ai vendue. Mais pourquoi donc? Telle qu'elle, elle avait tout oublié. Ça m'a rendu furieux. Parce que je pars pour Rome, tu te rappelles? Je me tire, je quitte le pays, retour à mes origines, retour au berceau de la civilisation, retour au sens du sens, à l'alpha et à l'oméga. Adieu Pondium, adieu les mômes, les chiens, et la femme qui ne m'a jamais compris et ne me comprendra jamais. Elle a raccroché, je suis rentré à pied. Elle était enfermée dans sa chambre. Mon dîner, poulet frit et gratin de pommes de terre était au four. Il y avait une salade sur la table. J'ai ouvert une bouteille de vin et me suis servi la cuisse du poulet. Elle avait exactement le même goût que celle d'Harriet. Je l'ai déchiquetée à pleines dents, puis arrosée d'une gorgée de vin. Ma situation était absurde. Je m'étais vanté d'être acculé de toutes parts et maintenant, pour sauver mon honneur, je ne pouvais plus me défiler. Pourtant, je refusais d'aller à Rome avec si peu d'argent. Les froids sols de marbre des hôtels glaçaient la plante de mes pieds. Les Romains servaient un mauvais café américain. Les rues empestaient le gorgonzola rance. Les belles de nuit étaient débraillées, déprimantes. Les World Series me manqueraient. Là-bas, le dimanche, le grand truc était d'attendre sous les fenêtres du pape. La forme la plus vile d'humanité était sans conteste le scénariste italien. Il se baladait avec des scénarios refusés sous le bras, son cul bien visible à travers le fond de son pantalon élimé. Il méprisait les Italo-Américains, les traînait dans la boue comme des couards qui avaient fui la somptueuse pauvreté nationale, tandis que lui, l'authentique patriote, était resté dans la mère patrie pour l'aider à surmonter la tragédie de 2 guerres. Si vous protestiez que vous n'aviez pas choisi votre pays de naissance, alors il insultait votre père ou votre grand-père qui avait opté pour une vie meilleure dans un autre pays. L'homme qui m'a sauvé en me dévalisant m'a téléphoné vers 10 heures. Vous êtes le particulier qui m'a fait passer une annonce pour un chien perdu? Absolument. Qui êtes-vous? Un Akita noir et brun? On dirait que c'est lui. Qui est à l'appareil? La récompense est de combien? 25 $. Le type arrive, vous rêvez. Qui êtes-vous? J'en veux 300. Vous êtes cinglé, il ne vaut pas 300 $. C'est un pur sang, un chien précieux. Ça dépend pour qui. Je veux 300 $. Je tenais la solution de mes problèmes. Je savais qu'Harriet écoutait dans la chambre. J'entendais sa respiration dans le téléphone. D'accord, marché conclu. Il s'appelait Griswold. Il habitait Decker Road, à mi-chemin entre la côte et la vallée. Je lui ai dit que je passerais le lendemain matin. Quand j'ai raccroché, Harriet s'était lancée dans le couloir en chemise de nuit. C'est de l'extorsion de fonds pure et simple, elle a protesté. Ne le paye pas. Quand nos regards se sont croisés, j'ai lu dans le sien que nous avions momentanément oublié Rome. La situation basculait soudain en ma faveur. Et Jamie, j'ai dit. Quoi, Jamie? Je lui ai fait une promesse. Il comprendra. Tu voudrais que je trahisse une promesse faite à mon propre fils? Tu ne peux pas dépenser ces 300 $.
J'ai sorti mon épais portefeuille et l'ai lancé sur la table. Si je peux. Et ton voyage à Rome? Qu'est-ce que Rome quand on doit remâcher la trahison d'une promesse faite à son fils? Qu'est-ce que Paris ou New York ou n'importe quel endroit au monde? Mon devoir est clair. Dieu sait que j'ai des défauts, mais on ne pourra pas m'accuser d'avoir été déloyal envers mes enfants. Elle n'a pu cacher son admiration qui a inondé son visage rayonnant. Harriet m'a regardé comme si elle venait de découvrir chez moi des abîmes de galanterie insoupçonnés. Perplexe et pensive, elle a poussé un soupir en s'asseyant à la table. Ça me paraît injuste. Je voulais que tu partes. Je voulais que tu te débarrasses de Rome une bonne fois pour toutes. Je lui ai servi un verre de vin. Franchement, j'ai bien réfléchi à mon projet romain. J'ai été égoïste, déraisonnable. Quel droit ai-je de te laisser seul ici en partant à l'autre bout du monde? C'est toi qui as besoin de voyager. Tu as eu une année terrible, tous tes enfants sont partis, toutes tes tâches remplies, et pourquoi? Plus que moi, tu as besoin de vacances. Londres, elle a hasardé rêveusement en scrutant le fond de son verre. Tout ce que tu voudras, mais allons-y ensemble, mari et femme, dès que nous aurons rassemblé l'argent. Par-dessus ses lunettes, les mers bleues de ses yeux m'ont submergé d'amour, pendant qu'elle buvait une gorgée de vin en souriant. 24. Decker Road sinuait dans les montagnes comme un serpent désireux d'échapper à la mer. C'était une journée éblouissante sur une route déserte. Je n'ai pas rencontré une voiture dans un sens ni dans l'autre pendant 20 kilomètres jusqu'à Mulholland Drive. La pancarte annonçait Garage automobile Griswold. J'ai ralenti pour diriger le break dans l'allée qui descendait sur une centaine de mètres en contrebas de la route. L'endroit était un vrai capharnaüm. Épaves de voitures et de réfrigérateurs, machines agricoles rouillées, tas de bois, de pneus, fûts d'essence, sièges de voitures. Des bandes de poulets erraient partout en égratignant le sol rougeâtre. Deux ânes broutaient de l'herbe à flanc de colline. Je me suis garé à côté d'une caravane posée sur des cales, dont l'avant était couvert de coquillages divers, plaques minéralogiques, filets de pêche, gourdes et étoiles de mer. Au-dessus de la porte, un mot unique proclamait la conviction de Griswold à propos de la guerre. Paix. Il est arrivé au moment où je descendais de voiture, la quarantaine, petit, râblé, une barbe rousse, un jean et un t-shirt. Il chiquait du tabac. C'est pourquoi. Je suis venu voir le chien. Vous êtes le scénariste de cinéma? Exact. Par ici. Nous avons parcouru 20 mètres jusqu'à un enclos carré fait de briquets de broc, bois et tôle ondulée, haut de 1 mètre. Griswold a craché un jet de tabac par-dessus la modeste barrière. C'est lui? J'ai avancé à côté de Griswold et regardé dans l'enclos. Il n'y avait pas la moindre végétation sur la terre rouge. Allongé dans un coin sur une litière de paille, j'ai vu Stupide. Un haut vent bas le protégeait du soleil. Il paraissait endormi. Quand je l'ai appelé, il a légèrement redressé la tête et remué la queue en reconnaissant ma voix. Puis sa tête est retombée dans la paille. C'est bien mon chien, j'ai dit. Il y a eu un mouvement brusque dans les profondeurs de la paille. Une forme lente et indistincte a forcé Stupide à se lever. C'était une truie blanche maculée de rouge qui poussait Stupide en se mettant sur ses pattes. Elle a regardé Griswold et moi en renâclant joyeusement. La paille est tombée de son dos quand elle a trotté vers nous. Voici Emma, a dit Griswold. Elle était jeune, ronde comme une boule de neige, nantie de mamelles blanches flasques et d'un perpétuel sourire sur son faciès serein. Elle est arrivée droit sur moi et a levé des yeux bleus étincelants, tandis que son groin palpitait de plaisir. Griswold a baissé la main qu'elle a reniflée. Quand j'ai tendu le bras, elle a joyeusement couvert de bave ma paume qui caressait son museau chaud. Stupide s'est aussitôt posté contre elle pour lécher sa gueule et ses yeux. Il était fou d'elle. Quel âge a-t-elle? 2 ans. Un voisin me l'a donnée en échange de garnitures de frein neuves. Comment se fait-il qu'ils soient ensemble? C'est le chien qui a choisi, pas moi. Il sautait sans arrêt par-dessus la clôture. Il y a quelque chose entre eux, je veux dire. Ont-ils des rapports ensemble? Ça a gêné Griswold. Ne vous inquiétez pas, Griswold, c'est un chien très excentrique. Griswold a lancé un long jet de jus de tabac. Pour dire la vérité, il a bien essayé une fois ou deux, mais il lui a manqué une bonne raclée. Maintenant, il se tient à carreau. Vous savez ce que je pense? Pour moi, il croit qu'Emma est sa mère. La truie a traversé l'enclos jusqu'à un robinet, dont l'eau gouttait dans une gamelle. Stupide l'a suivie comme son ombre. Elle a bu, lui aussi. Puis elle est revenue vers nous, levant vers moi un regard velouté, pendant que Stupide léchait des brins de paille sur son dos lisse. Il l'admirait énormément. Aussitôt, une humeur frivole s'est emparée du chien.
Il s'est couché en aboyant 2 fois en direction de la truie. Puis il a bondi pour faire le tour de l'enclos en aboyant, s'arrêtant près d'elle, se roulant sur le dos, la taquinant, jaloux de l'attention qu'elle nous témoignait. Elle a grogné, puis l'a poursuivi sur ses courtes pattes blanches, et il l'a laissé le coincer. Elle l'a écrasé contre le mur, ses 100 kilos pesant sur lui, tandis qu'il lui mordillait gentiment les oreilles. Alors elle a perdu patience et a mordu la patte du chien. Avec un hurlement, il a boité jusqu'à la litière de paille où il s'est couché. Ils vont se manquer, j'ai dit. Pas longtemps, je la tue dans 2 jours. Je l'ai regardé, vous la tuez. Sacré paquet de biloches, visez un peu ses épaules. Emma me souriait comme si nous devions rester éternellement ensemble. Vous allez la tuer d'une balle dans la tête? Non, faut les pendre par les pattes arrière puis leur trancher la gorge, comme ça elle saigne correctement. Avec son calme visage barbu et le mot paix au-dessus de sa porte, ce bonhomme envisageait froidement le meurtre de cette adorable créature. Je devais partir au plus vite, échapper à ce type et au vaillant sourire de la truie. J'ai sorti mon portefeuille et compté 300 $ que j'ai déposés sur la paume calleuse de Griswold. Stupide n'a pas hurlé quand nous l'avons tiré hors de l'enclos au bout d'une corde, mais il semblait pleurer en silence, opposer une sorte de résistance passive. Quant à l'infortunée Emma, elle a grogné en le reniflant tout du long. Nous l'avons hissé dans le break, puis fait claquer le haillon. Alors il s'est mis à brailler en grattant sur les vitres, ses pattes se défilant sous son corps. Ses hurlements ont fait se dresser les oreilles des ânes lointains. Les poulets caquetaient au bord de la panique. Mary. Je me suis retourné vers l'enclos, dressé sur ses pattes arrière. La truie essayait de regarder par-dessus la barrière, mais elle était trop petite. Seul son groin dépassait. Mary. J'ai adressé un signe de la main à Griswold et je suis monté en voiture pendant que le chien, à moitié fou, bondissait et griffait la vitre arrière. Vous aimeriez un bon rôti de porc, a dit Griswold. Pas spécialement. Mary. Je vais m'arranger pour que vous en mangiez. Griswold, j'ai dit, vous savez ce que je ferais si j'étais propriétaire de cette truie? Il a craché un jet de tabac. Je la baptiserais Mary, comme ma mère. C'est marrant. Je ne prétends pas comparer ma mère à une truie, Griswold, mais elle aussi souriait tout le temps. Sans blague. J'ai mis le contact. Combien en voulez-vous, Griswold? Elle n'est pas à vendre. Combien? Il s'est approché, a posé ses mains sur le toit de la voiture. Vous la voulez vraiment? Oui. Il m'a dévisagé en fermant un œil comme on vise dans la mire d'un fusil. 300. Je n'aime pas être impoli, Griswold, mais vous êtes une crapule. Marché conclu. Il a souri. J'ai pris 3 autres billets de 100 $ dans mon portefeuille qui sont passés dans sa poche. Rome était désormais une planète inaccessible. J'ai fait reculer la voiture jusqu'à l'enclos et nous avons soulevé Mary dans le coffre. Stupide a été pris d'un accès de joie hystérique. Il sautait si haut qu'il s'est cogné le crâne contre le toit du break. Renaclant et excité, la truie a patiné sur le plancher avant de trouver une position confortable et sûre dans un coin. Stupide a aussitôt repéré une tache sur son estomac et entrepris de la faire disparaître à coups de langue. Que lui donnez-vous à manger, Griswold? Des ordures. J'ai un arrangement avec l'auberge de Decker, toutes les ordures que je veux, contre 5 $ par mois. M'arrangerai pour vous refiler la combine, mais faudra apporter votre poubelle. Non merci. Dorénavant, cette truie mangera du grain et du maïs. Griswold a craché, puis m'a regardé d'un air moqueur. Vous voulez acheter une bonne poubelle? J'ai déjà une bonne poubelle. 25. Le corral se trouvait dans la moitié nord de ma propriété, derrière une haie de lierre qui la divisait en deux. C'était un petit corral à côté d'une cabane où Tina avait installé 2 chevaux pendant sa période équestre. Je voulais faire une surprise à Harriet. Je savais que le retour du chien la soulagerait et lui donnerait de la joie. Quant à la truie, eh bien, du moins, ce n'était pas un bull terrier. Et puis Harriet aimait les cochons. Il y avait eu des cochons dans son enfance à la ferme où elle avait grandi près de Sacramento. Aussi discrètement que possible, j'ai dirigé le break à travers l'ouverture de la haie, puis j'ai reculé jusqu'à la porte du corral. Mon plan consistait à présenter à Harriet la scène idyllique et rustique du chien et de la truie, cabriolant sur la terre propre et nue du corral. Mais l'enclos était à l'abandon, plein de mauvaises herbes et de trous de taupe. Totalement ignare en matière de mauvaises herbes, j'ai repoussé son nettoyage à une date ultérieure. Avec 2 planches, j'ai constitué une rampe pour faire descendre Mary de la voiture. Elle s'est engagée crânement sur la rampe, en glissant sur son postérieur jusque dans le corral. D'un bond stupide à rejointe, et j'ai fermé la barrière. Reniflant et grognant de plaisir, la truie a effectué une rapide inspection de son nouveau foyer.
Ses petits sabots vivaces piétinaient les mauvaises herbes. Alors elle a décidé de faire le ménage et de les arracher. Stupide a tenté une fois ou deux de l'imiter, mais a vite renoncé. J'ai mis une gamelle sous le robinet et je l'ai remplie. Les deux animaux sont approchés pour y boire côte à côte. La truie souriante ne me quittait jamais des yeux. J'ai compris que nous allions nous entendre parfaitement. Assis sur la poutre supérieure de la barrière, j'ai regardé son groin s'enfoncer dans le tas de terre des taupes, son dos arrondi qui brillait comme une grosse perle au soleil. Elle dégageait des vibrations confortables de stabilité bourgeoise et de foi en le Saint-Esprit. Elle était ma mère ressuscitée. Le groin encrouté de terre, elle s'est langoureusement allongée sur le sol tiède. Stupide s'est laissé tomber à côté d'elle pour lui nettoyer la face. Je ne l'avais jamais vue aussi content. Ses blocages avaient apparemment disparu. Il y avait même de la douceur dans sa face d'ours, et plus rien de sa lugubre mélancolie. Henri? Je me suis retourné vers Harriet qui m'observait de la haie. Je lui ai fait signe d'approcher. Elle hésitait. Qu'y a-t-il? Je lui ai encore fait signe. Elle semblait gênée en traversant les mauvaises herbes et contournant la voiture jusqu'au corral. La truie et le chien étaient couchés côte à côte, les mamelles de la truie aussi flasques que des ballons dégonflés. Quand Harriet a découvert ce spectacle, quelque chose s'est effondré en elle. Je l'ai senti s'écraser au tréfonds de son être. Ses yeux ont quitté le corral pour se poser sur moi. Ils palpitaient de pitié, de confusion, de désespoir. Sans un mot, elle a fait demi-tour, puis est retournée vers la maison. Toujours installé sur mon perchoir, je l'ai regardé s'éloigner de plus en plus loin d'un pas décidé, au-delà de la haie, passer devant le garage, franchir le seuil de la porte de derrière, pénétrer dans les profondeurs de la vaste maison solitaire. Par-delà la maison, j'ai regardé l'horizon bleu de la baie. Scintillant dans le soleil, un 747 vrombissait au loin, en décrivant un large cercle au-dessus de la mer, avant de retourner vers le continent, pour se diriger vers l'est, Chicago, New York, ou peut-être Rome. Mes yeux sont descendus vers le toit blanc de la maison en forme de Y, vers les rideaux d'organdi de la fenêtre de Tina, vers les branches du grand pin ponderosa, qui abritait toujours les restes de la cabane aérienne construite par Dominique quand il était enfant. Puis mon regard s'est déplacé vers le pare-choc rouillé de la voiture de Denis, qui dépassait du garage, et, au-dessus, vers le filet en loques fixé à l'anneau de basket de Jamie. Soudain, je me suis mis à pleurer. Break it once, it still belongs to you. Should the morning turn to day and night sky turn to blue, looking back after that, how it seems oh so improbable. Thinking back down the tracks, now it looks oh so impossible. The setup we bet on, we let on that we would get used to it. But circumstance arose, and we all know how it goes in the city. When you're gone, I'll sing a song and write it in the sand. As you sleep, the tide will rise and steal me from your hand. Take this dream and make it yours. One day you'll see it fly. Years will have 1,000 deaths. Our love will never die. Looking back after that, how it seems oh so improbable.
so impossible. The setup we bet on, we let on that we would get used to it. But circumstance arose, and we all know how it goes in the city. The setup we bet on, we let on that we would get used to it. But circumstance arose, and we all know how it goes in the city. Whoa, whoa, in the city. Whoa, whoa, in the city.